Bonjour et bienvenue sur Watch TV pour ce magazine de bande dessinée. Alors quelques changements, il y a un truc qui ne va pas changer. D'abord, il y a des invités, mais le nom change et le nom de cette nouvelle émission de BD, c'est Trait pour Trait. Alors ce qui ne change pas, c'est notre parrain d'ailleurs qui est présent sur le plateau. Vanessa Duhamel, bonjour. Bonjour. Et François Bouc, bonjour. Bonjour. Vous acceptez bien sûr le parrainage? Moi, tous les parrainages, moi je parraine tout, je suis un parrain professionnel. Donc voilà le nouveau parrain de Trait pour Trait. Alors vous êtes venu nous voir pour qu'on discute un petit peu d'un album qui vient de sortir. Donc je vous propose qu'on marque une courte pause et puis on se retrouve pour parler de Trump en 108. Alors Trump en 108 donc vient de sortir, enfin sortira d'ailleurs la semaine prochaine, hein, il est là en avant-première. Alors Vanessa Duhamel, vous avez fait les textes et François, vous avez illustré tous les tweets de Trump. Le boulot de recherche pour sortir les meilleurs tweets, ça devait être assez impressionnant quand même, parce qu'il n'arrête pas cet homme-là. Ah ben oui, il est un peu épileptique du tweet. C'est pas Céline, hein, en écriture. On est plutôt sur l'écriture d'un enfant de 6 ans. Et alors, oui, c'était intéressant. J'ai travaillé mon anglais. Je sais dire plein de choses maintenant grâce à lui. Oui, donc vous avez augmenté votre nombre de mots de vocabulaire. Ah oui, de 3 au moins. Au moins. Ah oui, amazing, great et you are fired. Et loser, c'est un mot qu'il utilise énormément. Alors, vous extrayez les tweets, vous les retravaillez un petit peu? Ah non, non, alors, vous avez sa pensée pure directement de son tweet au livre. Non, simplement, je les ai traduits et sélectionnés, tout simplement. Puis vous verrez que dans le livre, il y a un petit jeu rigolo, il y a des faux tweets et il faut découvrir les vrais et des faux. Les vrais défauts. Et c'est pas toujours facile parce qu'il est tellement absurde que, en fait, c'était facile de faire des faux tweets. Alors vous, François, l'actualité, le dessin de presse, vous connaissez. Là, c'était un exercice habituel? Presque, oui. En fait, j'ai l'habitude de faire des dessins comme ça pour illustrer les articles de journaux. Oui, vous aviez travaillé sur le procès du Carlton, pour Le Monde. Oui, par exemple. Et puis j'ai fait pas mal de dessins aussi qui correspondaient à l'actualité. Ce qui fait que passer d'une actualité américaine, enfin d'une actualité française à une actualité américaine, c'est pas tellement compliqué. Et puis là, c'était plus trouver un pendant à chaque tweet. Il y a un tweet. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce tweet-là? Et j'essayais de trouver un dessin rigolo, quoi, soit qui était en contrepoint, soit qui était en une mise en exergue des absurdités du gars. Voilà, j'ai essayé d'être le plus agréable possible en relation avec les tweets que j'avais sous les... Oh ben, ils sont tous sympas. Alors les tweets sont excellents, ça, mais effectivement, tous les dessins qui sont en parallèle sont quand même assez sévères. Par rapport à tout le travail, parce qu'on sait... votre charge de travail en termes d'albums et de planches, c'était un exercice quotidien? Comment vous avez fonctionné tous les deux? Non, il y avait quelques dessins que j'avais fait auparavant, donc des dessins d'actualité sur Trump, quand on a commencé à voir apparaître ce gars sur les télévisions, au moment de... Et on se disait, c'est quand même pas possible que les Américains ils vont arriver à élire un type pareil. Eh ben si. Et donc au fur et à mesure, comme ça, j'avais envie de le mettre en image. Et en même temps aussi, au fur et à mesure, je me suis familiarisé avec son physique. Petit à petit, on commence à voir comment c'est en dessous, comment c'est le nez, comment c'est le... Mais au départ, le premier truc, bien sûr, qui attire tout le monde, c'est sa coiffure bizarre. C'est la mèche de cheveux. Et donc, petit à petit, on arrive à harmoniser le tout, même si c'est disharmonieux au départ, mais on arrive à trouver l'harmonie humoristique qu'il peut y avoir dans cette physionomie. Et puis, donc, j'étais tellement familiarisé avec le personnage, c'était presque comme un personnage de bande dessinée. Je peux le dessiner maintenant sous tous les aspects, dans des expressions différentes, etc. Donc,
le tout avec les tweets, c'était de trouver le gag qui pouvait correspondre le mieux avec... et donc, ça vient parfois très spontanément. Parfois, il faut tourner le truc dans sa tête parce que, malgré que ce soit des tweets courts, des fois, ils ne sont pas facilement compréhensibles. C'est ça aussi qui est une particularité, c'est qu'il arrive à faire quelque chose de très abscon avec peu de choses, en fait. Alors, c'est vrai que moi, j'en avais sélectionné quelques-uns, mais qui sont assez terribles. Une partie de ma beauté provient de ce que je suis très riche. Je confirme. Parce que François disait tout à l'heure qu'il se familiarisait avec son physique, mais moi pas du tout. Toujours pas. Je n'arrive pas. Alors, je suis certain que consciemment ou inconsciemment, toutes les femmes de cette émission sont tombées amoureuses de moi. C'était couru d'avance. Oui. Et vous décidez une femme prise dans un piège à souris. Oui. Non, mais c'est ça qui est de rigolo, c'est de la consistance de ce mec. Ce mec, il est décomplexé, totalement décomplexé. Il peut dire des choses comme ça, sans aucun recul sur lui. Et c'est ça aussi qui en fait un personnage fabuleux, presque un personnage de bande dessinée, parce qu'il est au premier degré. Il est au premier degré avec tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il le croit fermement. Et c'est aussi parce qu'il le croit fermement qu'il arrive à des résultats. Parce qu'en fait, il est homogène. Et en même temps, quand on est nous extérieurs, on se dit, c'est quand même incroyable qu'un type peut réussir à aller jusque-là avec c'est presque encourageant. Ce qui est encourageant, c'est de dire aux gens, vous savez, si vous croyez vraiment en vous, même si vous êtes un con, mais vous croyez absolument en vous, vous pouvez y arriver. Alors, la question que je me pose, c'est, vous êtes déjà allé aux États-Unis ? Moi, ouais. Et vous pensez que vous allez pouvoir y rentrer maintenant ? Eh bien, nous allons le savoir dès que le président aura reçu la dédicace de François. Effectivement, on peut en parler, puisque François, vous avez ce matin travaillé beaucoup, et notamment pour réaliser des dédicaces. Alors expliquez-nous un petit peu, parce qu'il y a 2 enveloppes là qui sont présentes sur la table de Watch. Donc une première qui est pour monsieur... Alors, il y en a une pour Monsieur Poutine, parce que c'est quand même un copain de Trump. Donc, si on fait un bouquin sur Trump, il faut qu'il soit averti. Puis même, il faut aussi qu'il y ait ça sous forme d'un petit cadeau, d'un petit truc un peu agréable qui va lui arriver. Et puis l'autre, c'est pour l'ambassade des USA, puisque là aussi, on en fera un autre tout à l'heure, sans doute, pour Trump lui-même, parce que sans lui, bien sûr, une œuvre comme celle-là, elle n'aurait pas pu aboutir. Eh oui. C'est quand même l'élément essentiel. S'il y a une Bible, bon d'accord, c'est une Bible qui est faite à partir de même pas des aphorismes, de quelques mots. Mais c'est quand même une Bible. Là-dessus, il y a le suc de toute la personnalité de Trump. Tout à fait, la substantifique moelle. Alors d'ailleurs, le 3e, vous comptez en envoyer un 3e, pour qui ? Ah oui, ben pour son copain, l'autre copain. Il y a un copain il y a copain Poutine, et il y a Kim Jong-un. Kim Jong, j'arrive jamais à le dire. Pas facile à dire. Kim Jong-un. En Corée du Nord. Et donc on va lui envoyer comme ça. On peut faire l'adresse tout de suite d'ailleurs. Puisqu'on a un enveloppe. Le truc, on n'a pas fait l'adresse. Et on l'a mis dedans ou pas ? Alors non, il est là, justement. Je peux la montrer à l'antenne. Voilà, comme ça, les gens peuvent voir. Donc voilà la petite dédicace pour le copain de la Corée du Nord. Voilà. Donc on va le mettre dans son pli. Hop. Voilà. Tout ça en direct, hein, c'est incroyable. Ah oui, c'est quand même formidable ça. Voilà. Alors, et je fais ça, c'est une vieille habitude. Mais en fait, il suffit de faire ça, c'est largement assez. Ça c'est colle bien tout comme seul. ça, Kim Jong-un aura ton ADN. Voilà. Oui, pour passer la frontière maintenant, c'est cuit. Ça y est. Et là, si vous pensez avoir une réponse de l'ambassade des États-Unis, de Poutine. Ah, mais j'y compte bien, de l'ambassade des États-Unis, ça me paraît une évidence. Donc il faudra nous tenir au courant au retour pour qu'on puisse l'annoncer à nos téléspectateurs. Absolument. D'entrée pour trait, nous montrerons la réponse de Vladimir Poutine, Kim Jong-un, et puis de l'ambassade des États-Unis.
Alors, je ne sais pas si on doit rajouter palais, je sais pas, palais présidentiel, ça suffit, ou bien il faudra rajouter palais présidentiel exceptionnel du monde entier. Ah, du monde entier, oui, peut-être. Oui. Entre parenthèses, du monde entier, alors. Du monde entier de la Corée du Nord. Et on ira le poster tout à l'heure. Ouais, d'accord. Et combien il faut de timbres pour arriver jusque là-bas? C'est pour ça, laissez un peu de place, François. C'est surtout le temps pour que vous fassiez tous les papiers de déclaration. C'est ça. Tu t'es pas trompé, hein, t'as pas envoyé celui de Poutine à Kim Jong-un. Incident diplomatique. Non, j'ai fait attention. Alors après, c'est la capitale, c'est Pyongyang. C'est pareil, vous n'avez pas prévu un petit voyage en Corée, là? Non. Non, on fait parvenir l'essentiel, mais on ne va pas y aller soi-même. Alors, je vous propose qu'on marque une petite pause et puis qu'on parle, parce qu'il y a une expo en ce moment à la galerie Hubert-Ibren, rue Saint-Honoré à Paris, et bien qu'on écoute un petit peu Ronan Lancelot nous parler un peu de l'exposition Book à la galerie, puis on se retrouve après. Ronan Lancelot, bonjour, vous êtes le responsable de la galerie Hubert-Ibren. Oui, à Paris. Alors effectivement, c'est une galerie à deux têtes. C'est une galerie à deux têtes, oui, puisque Alain Huberti et Marc Brenne ont fondé cette galerie à Bruxelles il y a plus de 20 ans maintenant, 25 ans je crois. Et depuis 7 ans, ils ont ouvert une galerie également à Paris dont je m'occupe. Voilà. Alors en ce moment, vous allez présenter un artiste qu'on aime beaucoup sur Watch TV, qui est François Book. Exactement, du 2 mars au 31 mars, François Book s'expose à la galerie Hubert-Ibren à Paris. Alors, pas mal de choses du travail de François Book. Oui, c'est un peu l'idée de cette exposition. On présente l'étendue du travail, enfin des échantillons en tout cas, de toutes les périodes et de tous les travaux de François. Ça va du crayon à la plume et au pinceau, ce qui est un peu le titre de l'exposition, pour justement montrer que c'est un artiste multi-protéiforme, qui est à l'aise à la fois dans les styles d'album que dans le travail graphique. Voilà, exactement, dans tous les styles. On va avoir de l'illustration et puis on va avoir des planches, et puis des planches de toute sa carrière. Donc des planches de Bouche du Diable, de La Femme du Magicien, de Little Tulip, qui est un peu la trilogie avec Jérôme Charine. Également Face de Lune avec Jodorowsky, ça c'est pour la partie plus aujourd'hui, je ne sais pas si ça lui ferait plaisir, mais enfin patrimonial. Voilà. Et puis des travaux de Mouchereau, évidemment, tout ce qui tourne autour de son personnage fétiche, et puis des plages de Bouncer, qui est une nouvelle série depuis maintenant une dizaine d'années, même un peu plus. Voilà, donc ça montre... Et du Janitor. Voilà, et du Janitor également, il y a de tout. Et évidemment une petite salle spécialement consacré à un petit ouvrage qui sort, où il a illustré des tweets vrais et faux de Donald Trump, à mourir de rire, qu'on expose à la fois à Paris et à Bruxelles, pour le coup. Oui, puisque finalement c'est un retour aux sources pour François avec ce petit album sur Donald Trump, puisqu'il avait commencé sa carrière dans le dessin de presse. Oui, bien sûr, oui, et puis qu'il a continué, puisque alors ça c'est des choses qui nous manquent encore aujourd'hui, mais il avait aussi illustré le procès Carlton, et donc il est très à l'aise évidemment dans cet exercice-là, on le sait très bien, et sur Trump on sent qu'il s'en donne à cœur joie, il y a vraiment énormément de matière, et il s'éclate. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc 25 dessins ici, 25 dessins à Bruxelles, et voilà, ça donne, je pense, que ça soit en couleur ou en noir et blanc, toute l'ampleur de son travail, et on est ravis de l'accueillir. Oui, puisqu'on retrouve des planches originales, bien sûr, mais aussi pas mal d'illustrations. Oui, c'est tout l'avantage de ce type d'espace qu'on a à Paris, c'est qu'on peut montrer, on a la place pour montrer tout ça. Donc on a des très belles planches, et puis des illustrations qui ont servi ou qui sont inédites, parce que François dessine tout le temps, devant la télé, en se brossant les dents, j'imagine, enfin voilà. Donc du coup, le dessin, il le vit. C'est une vraie philosophie même chez lui. Et on peut montrer ça. Et ça, c'est très agréable, parce que je pense que ce soit des collectionneurs ou tout simplement des gens qui sont curieux de son travail, peuvent venir voir ça à la galerie. Alors pour une planche de François, par exemple, quel budget faut-il compter? Quelle est la fourchette de prix un petit peu? Pour des planches de François Book, il faut compter entre 2900 et 5200 euros à la galerie. Pour les dessins, un peu plus, un peu moins, ça dépend lesquels, évidemment. Des grandes illustrations et des petites illustrations, c'est pas du tout la même chose. Un crayonné et une belle illustration en couleur du Bouncer, on va pas forcément être dans les mêmes gammes de prix. Dans les mêmes gammes de prix. Voilà.
D'accord. Comment se porte le marché des originaux en ce moment? J'ai le sentiment très vague et en même temps assez certain que le marché des originaux se porte bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a maintenant des collectionneurs aguerris sur le marché de la bande dessinée, et tous les jours on découvre des nouveaux curieux, des gens qui ont envie d'essayer, des gens qui n'étaient pas forcément des collectionneurs au départ. Pas du tout, mais ça rejoint les lecteurs de bande dessinée, c'est-à-dire que le paysage de la bande dessinée s'est très ouvert en 10 ans, 10-15 ans maintenant, à la fois en termes de production, de diversification des styles, des thèmes. Et ça, il y a eu toute l'émergence du roman graphique qui a modifié le paysage. L'autobiographie, il y a eu des genres qui se sont développés. Aujourd'hui, on a aussi énormément de choses qui est de l'ordre de la BD reportage, etc. Bon, mais, si on prend le paysage qui s'est ouvert de la bande dessinée en termes d'édition, on le retrouve aussi chez les collectionneurs. Ça vient plus lentement parce que forcément, il faut que ça s'installe, mais on sent que ça arrive. Donc on a beaucoup de gens qui sont curieux et puis qui rentrent dans la galerie, même encore aujourd'hui, et qui se disent « Ah tiens, de la bande dessinée au mur, mais pourquoi ? Ah mais oui, très bien, très bonne idée. » Oui, c'est une démarche qui est au départ pas facile à avoir, puisqu'on est habitué à lire l'album, et on n'imagine pas qu'on puisse mettre un original à son mur, et ce que ça peut donner. Non, c'est exactement ça, mais ça concernait déjà les premiers collectionneurs. Les premiers collectionneurs étaient les premiers, même Alain Huberti et Marc Brenne étaient les premiers à découvrir ça et à se dire mais ça il faut le mettre au mur. Enfin je dis les premiers, mais je pense que c'était vraiment parmi les premiers. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a même un public qui n'est pas lecteur de bande dessinée vient aux originaux de bande dessinée sans forcément passer par la lecture. Donc au début il y avait des collectionneurs qui se disaient ah bah tiens j'ai lu je sais pas moi Chlorophylle dans mon enfance, j'aimerais bien avoir une planche de Chlorophylle. Aujourd'hui on a beaucoup de gens qui viennent juste parce que c'est beau et qu'ils estiment les planches ou les illustrations à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'ils ne les considèrent pas comme juste des petits dessins ou comme des petits Mickey, les fameux petits Mickey. Merci beaucoup. Donc l'exposition pendant le mois de mars. Exactement, ben oui, du 2 au 31 mars à Paris, 91 rue Saint-Honoré. Parfait. Ben merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors c'est ce qu'expliquait Ronan Lancelot, il y a bien sûr cette galerie rue Saint-Honoré, mais il y a aussi une galerie à Bruxelles. Et là, vous avez des originaux qui sont à Paris et des originaux qui sont à Bruxelles sur le Trump en 108. Voilà, c'est ça. Il y a essentiellement à Bruxelles, ce sera des dessins de Trump, et ici à Paris, il y a un petit peu de tout. Donc, alors, justement, le titre un petit peu de l'exposition est... Pourquoi que ça s'appelle comme ça ? La plume et le pinceau. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence, bien sûr, quand on travaille à la plume et quand on travaille au pinceau. Tous les dessinateurs connaissent cette différence. Enfin, je suppose, sauf ceux qui travaillent maintenant sur palette et exclusivement sur palette graphique. Mais sinon, la plupart du temps, quand vous travaillez au pinceau, il y a des vertus qui sont particulières au pinceau et des vertus particulières, bien sûr, à la plume. Et donc, un dessin à la plume n'est pas du tout le même qu'un dessin au pinceau. Alors, vous parlez de griffe et de caresse. Oui, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, le pinceau est par sa nature donc des poils qu'on va tremper dans donc un assemblage de poils qu'on va tremper dans de l'encre, et quand on dessine avec le pinceau, on a la possibilité d'être juste sur la pointe du pinceau, comme on peut aussi être en s'appuyant un peu plus, mais c'est toujours dans une certaine mesure, c'est-à-dire dans la mesure d'une souplesse. Et donc, ce qui confère au dessin une sensation de caresser. On dépose l'encre en caressant la feuille. Et ça donne aussi une certaine souplesse dans le dessin. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai tendance à dessiner les histoires, par exemple, de Bouncer, je les fais pratiquement qu'au pinceau, avec de temps en temps une reprise à la plume, mais finalement assez rarement. Ce qui donne la possibilité d'avoir la souplesse du mouvement, de créer le mouvement dans une sorte de suspens. Parce qu'en même temps aussi, le pinceau est quelque chose qui demande à être suspendu. C'est-à-dire que le travail du pinceau, c'est un travail donc de la caresse, mais qui nécessite que la main soit constamment en train de doser son appui. La pression. Sans pouvoir s'appuyer réellement. Ou alors quand on s'appuie, ça crée un événement graphique très particulier, mais on est la plupart du temps en suspension au-dessus de la feuille. Alors que la plume, elle, a tendance à être une griffure, c'est-à-dire que là, on va
presque entamer la feuille de façon à déposer l'encre dedans. Et donc on a un autre type de travail qui est celui de... D'abord, on peut reposer la main, parce que bien sûr, il y a un appui possible avec la pointe de la plume, et on peut aussi appuyer plus ou moins fortement. Et en appuyant plus ou moins fortement, bien sûr, il y a plus ou moins d'encre qui se dépose, mais en même temps aussi, on griffe, on entame la feuille bien plus qu'avec le pinceau, bien entendu. Et donc, ça donne des typologies de dessin, des vibrations au trait très particulières. La plume va être incisive, elle va agir comme une morsure, alors que le pinceau, lui, va être comme un massage de la feuille. Et donc, après on peut encore aller plus avant dans on pourrait dire presque la symbolique de l'utilisation de la plume ou du pinceau. Mais ça ne dépend pas de votre humeur, l'utilisation de l'un ou de l'autre. Parfois, ça dépend de la tonalité que je veux donner à la bande dessinée. Si, par exemple, les bandes dessinées que j'ai fait avec Jérôme Charine sont plutôt des bandes dessinées faites à la plume, parce que je voulais une certaine incision dans ce sont des histoires où il me semblait que la précision de la plume avait un avantage. Une précision de plume, en même temps aussi en laissant un maximum, en ayant un trait de sertie, la plupart du temps aussi, peu de volume, d'éléments de volume, c'est-à-dire que les éléments de volume sont contenus dans le dessin lui-même, dans le trait lui-même, mais pas en hachurant ou en donnant des indications, de façon à ce que ça soit la couleur qui vienne apporter les compléments. Et donc il y a ce jeu entre le dessin de contour et la couleur. Avec le Bunser, j'aime bien travailler le noir et blanc plus en profondeur. Et donc aussi avec le pinceau, non seulement il y a la possibilité du mouvement, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des gros aplats de noir à certains moments, et de jouer un peu plus sur avec le volume, mais directement dans le dessin là. Alors, si on parle du Bunser, justement, le tome 10 est sorti il n'y a pas longtemps, mais il y a le tome 11 là, qui va sortir. Oui, voilà, parce que ce que je voulais, c'était faire en sorte que, d'abord, j'ai fait... Ça, c'est le 10. Voilà, ça, c'est le 10. Mais le 11 sort incessamment sous peu, dans une semaine. Dans une semaine, à peine. Et donc, là, c'était parce que j'étais donc le seul au scénario, là. Et je voulais faire l'histoire complètement, sans savoir exactement la quantité de pages que ça me demanderait. Et donc, je me suis laissé aller à l'histoire, et il se trouve que l'histoire, au lieu de faire 54 pages comme je l'avais prévu initialement, elle a fait 160 pages. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, bon ben, on va faire 2 albums de façon à pas non plus alourdir la bourse des mais amateurs. assez rapproché dans la sortie. Mais assez rapproché. Parce que réduire le temps. Oui, parce qu'en même temps aussi, je me suis rendu compte que quand un lecteur achète le premier tome d'une histoire, là c'est une histoire donc en 2 tomes, le premier tome d'une histoire, il attend après un an avant d'avoir la suite. Et donc il y a une certaine fraîcheur à la première lecture. La première lecture est une lecture de découverte. Le lecteur est complètement, en tout cas c'est ce qu'on essaye, c'est ce que j'essaye en tout cas, c'est d'imprimer à mon lecteur le cours de l'histoire. Et donc cette première fraîcheur de lecture, elle est maintenue pendant 1 ou 2 mois, mais pas plus. Pas plus. Après, il l'oublie. Il y a d'autres bandes dessinées qui vont l'intéresser. Et donc, pour garder cette première fraîcheur de lecture, je m'étais dit, ça serait bien de sortir le deuxième. On aurait pu attendre 1 an, bien sûr. Mais de l'avoir sur un temps court. Mais de l'avoir un temps court. Comme ça, il a toujours ces premières images qui lui peuplent l'esprit, et il peut tout de suite rentrer dans l'histoire. Alors, pour comprendre comment vous travaillez, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de cet excellent documentaire qui a été fait par Canary Film, qui raconte... Et Avril Tambouré à la réalisation, qui raconte une journée de François Bouck. Et ça plaisante pas. Ah bon,
Le dessin, c'est un truc avec lequel on rigole pas. Hein. Alors, vraiment à découvrir, hein, vous allez sur le site de Canary Film et puis vous retrouverez toutes les références. Ça dure 35 minutes et c'est quand même très intense, une journée de François Bouc. Oui, l'idée c'était de partir d'une feuille blanche en début de journée, puisque disons que grosso modo j'arrive à faire une page par jour, en tout cas quand le scénario est bien dans ma tête. Et donc c'était de partir de la feuille blanche et qu'à la fin de la journée, on ait la page complète. Et qui est bien sûr tout le fourniment de ce qui peut passer par l'esprit durant cette journée. Et voilà, le résultat, c'est ce petit film. Alors, à découvrir, avant de parler de quelques livres qui sont sortis, Le Trump en 108 aux éditions I, de Vanessa Duhamel et François Bouc. Le Bonne Sœur, on attend la semaine prochaine pour le tome 11 pouvoir lire la suite. Et vous allez voir, ça chie hein, encore plus. Et puis très rapidement, pour conclure cette émission, quelques albums sortis à la boîte à bulles. Ça, c'était très bien. La balade des dangereuses, qui raconte des histoires en prison, est vraiment très très bien à découvrir. Génération Y, ça c'est toujours à la boîte à bulles de Maureen Parent. Vous savez, cette génération un peu compliquée à gérer, des 20 trentenaires, hyper connectés, oui. Drôle de monde, hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette génération-là? Je crois que... Dryade, ça c'est pareil, c'est à la boîte à bulles. Ça c'est sur un univers de sorcières. C'est intéressant graphiquement. Des choses... Voilà. Ça, c'est chez Roukmout, Hiroshiman. Mais ça, on en avait déjà parlé pour le premier tome. C'est assez délirant, ça. Hein. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. C'est assez délirant. Regardez, c'est pas mal. Ouais. Il faut aimer le délire. Alors, chez Glénat, Le Singe Jaune. Hop. Et puis les autres, je vous les mettrai sur le site, puisque nouvelle émission trait pour trait veut dire nouvelle page Facebook qui va être en train de se monter, où vous pourrez bien sûr continuer à nous envoyer des commentaires. François, c'était vraiment un plaisir. C'était partagé. Et Vanessa, de vous recevoir. C'est partagé. On va remontrer quand même à l'antenne les dessin, là. 3 enveloppes. Fini. Le dessin est fini. On va repasser les 3 enveloppes qu'on va les poster tout à l'heure. Ouais. Alors, il y a... Et puis François, si vous voulez bien me le dédicacer pour trait pour trait, et Watch pour Watch. C'est américain, ça, Watch. OUATCH. OUATCH. Mais alors, enfin... Ah mais non, mais on n'est plus aux États-Unis là, ça y est, c'est fini. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de Trait pour Trait sur Watch TV. Et voilà. Et un petit coup sur les enveloppes pour qu'on les revoie. Alors ici, nous avons donc l'ambassade des États-Unis, qu'il va falloir oblitérer. Nous avons Poutine. Monsieur Poutine. Et nous avons l'exceptionnel Kim Jong-un. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.